Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Équipe de réalisation, Frédéric Quéroux, Éric Villenfin, Rémi Fessard et Brigitte Bouvier. Texte lu par Benoît Schwartz, préparé par Myriam Ankawa, une émission de Jean Birnbaum. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, février 34, personne dormait. La peste brune va passer par là. Un jour, les ouvriers de Berlin lisent sur la première page des journaux cette chose incroyable. Les nazis se rassembleront à la Bülowplatz, les nazis marcheront face à la maison de Karl Liebknecht. Personne ne veut le croire. La provocation est tellement claire, tellement monstrueuse. Un dénouement sanglant tellement sûr qu'on s'attend d'un moment à l'autre à un démenti de la part de la police. Le démenti ne vient pas. Les nazis défileront devant la maison Karl Liebknecht. Avec leurs drapeaux, avec leur musique, avec leurs chansons, ils souilleront les rues du quartier prolétarien. Ils crieront « À mort la commune » face à la citadelle communiste. Ils chanteront « Il faut rougir nos couteaux du sang des youpins » dans ce morceau de ghetto qu'est la Bülowplatz. Dans les fabriques, dans les bureaux de pointage, dans les rues, dans les brasseries, parmi les gosses à l'école, les femmes au marché, partout, il n'y a pas d'autre sujet de conversation que la marche des nazis le dimanche 22 janvier sur la Bülowplatz, devant la maison de Karl Liebknecht, centrale du Parti communiste. Dans la tragédie allemande, la Bülowplatz fut un point culminant, un moment décisif. Juan Rústico, 1933, la tragédie du prolétariat allemand. La tragédie allemande, dont parle ici Juan Rústico, révolutionnaire venu d'Argentine et bientôt abattu par les troupes franquistes sur le front espagnol, cette tragédie allemande tient une place toute particulière dans la conscience politique des militants trotskistes. En effet, si nombre d'entre eux se sont engagés dans un marxisme anti-bureaucratique par horreur des crimes de Staline, plus nombreux encore, peut-être, sont ceux qui l'ont fait pour avoir eu connaissance des textes lumineux que Léon Trotsky a consacrés au nazisme. Car au moment où les travailleurs allemands sont désarmés, tant par le légalisme frileux des socialistes que par le sectarisme aveugle des communistes, Trotsky l'exilé, est bien le seul à souligner l'urgence de l'unité ouvrière contre les bandes armées fascistes. Et pour lui, comme pour ses compagnons de lutte, la défaite sans combat du prolétariat allemand, le plus puissant et le plus cultivé d'Europe, préfigure à coup sûr une catastrophe universelle. Dès lors, pour tous les militants fidèles à la mémoire d'octobre, le spectacle du défaillant Comintern apporte la preuve définitive de la trahison moscovite et appelle à la fondation prochaine d'une nouvelle internationale. Tel est le sens de la célèbre formule de Trotsky lorsqu'il assimile la victoire d'Hitler aux 4 routes du stalinisme. Mais en attendant, et alors que la peste brune ravage l'Europe, le cœur du front antifasciste s'est déplacé de Rome à Berlin et de Berlin à Paris. Fortement marqué par l'agitation ligueuse et l'affaire Stavisky, André Hessel, plus tard cofondateur de la FNAC avec Max Terret, rejoint la gauche des jeunesses socialistes au milieu des années 30. Nous sommes au mois de février 34. Les ligues à l'Action française, les francistes, les Croix de Feu manifestent avec l'intention avouée de s'emparer du Parlement. Alors, il faut oublier que ce mouvement en France, c'était la queue d'un mouvement européen. Mussolini était au pouvoir en Italie, Hitler au pouvoir depuis 1 an. Les empires centraux sont aux mains de dictateurs comme le régent Horthy
en Hongrie, le roi de Roumanie qui n'y allait pas que le dos de la cuillère, le roi de Yougoslavie qui s'est d'ailleurs fait tuer lors d'un voyage en France. Donc il y avait une tendance générale au fascisme en Europe. La politique avait gagné les lycées et les universités. Les jeunes étaient, dans leur grande majorité, d'extrême droite. Il faut comprendre que le recrutement des lycées n'était pas celui d'aujourd'hui. Le recrutement, c'était des fils de bourgeois ou de petits bourgeois au maximum. Et c'était une jeunesse qui était gonflée à bloc, avec les idées nationalistes qui étaient défendues par les journaux de l'époque. Et puis, il y avait les gens qui étaient de gauche. Alors, la gauche, c'était essentiellement pacifique et pacifiste. Et puis, il y avait les gens qui étaient socialistes, c'est-à-dire le mouvement ouvrier traditionnel. Alors là-dessus, ça ne se passait pas calmement. Les discussions dans les lycées se terminaient à coups de poing. Et c'était la bagarre générale. Donc j'ai adhéré aux étudiants socialistes, puis plus tard au mouvement de jeunesse, qui était plus ouvrier comme composition. Et dans les jeunesses socialistes, il y avait une minorité, une tendance trotskiste. Les trotskistes avaient adhéré à ce moment-là au Parti socialiste, et il y avait des différents courants, et le courant trotskiste m'a attiré par son extrémisme même. J'avais sans doute déjà un tempérament révolutionnaire, et le langage intégral révolutionnaire, en disant c'est pas des petites réformes qu'il faut, c'est pas des améliorations de points de détail, etc. Ce qu'il faut, c'est changer le monde. Alors l'activité, ça consistait naturellement à diffuser des textes intérieurs, à faire le coup de poing contre les fascistes, à coller des affiches, à distribuer des papillons et à vendre notre journal. Notre journal qui, avant que les trotskistes y entrent, s'appelait Jeunesse, et quand on a gagné la majorité de la fédération d'Assane, on a fait un journal qui s'appelait Révolution. Comme André Hessel, son futur complice de la FNAC, Max Terret a commencé par faire le coup de poing antifasciste avec l'aile révolutionnaire de l'entente de la scène des jeunesses socialistes. C'était l'époque où les ligues s'organisaient. Nous avions des amis qui étaient adhérents chez les Croix de Feu volontaires nationaux, chez les gens de Coty, chez les gens de Bucard, les franquistes, dans tous ces milieux-là. Et nous savions à peu près toujours les manifestations projetées. Et on essayait de leur saboter le coup. C'était pas difficile quand on sait ce que les autres vont faire. Une fois, c'est un exemple, nous avions appris que les jeunesses patriotes avaient organisé un train spécial pour aller visiter Bruxelles. Or, à Bruxelles, il y avait une très très bonne organisation. Ils avaient une milice trotskiste très bien organisée, qui était dirigée par Van Ken, qui était le patron du syndicat des taxis, que je connaissais bien. Et ils avaient même une caserne, dire c'était vraiment une organisation militaire. Hein. Et alors je suis allé le trouver, je lui ai dit voilà, les Croix de Feu arrivent tel jour à telle heure, et est-ce que vous pouvez vous en occuper? Mais je n'en fais pas. Ils avaient une particularité, c'est que pour se battre, ils avaient un ceinturon de cuir épais, avec une boucle en cuivre qui devait faire 1,5 kg. Alors, le train est arrivé à la gare de Bruxelles, les cheminots étaient d'accord, les cheminots socialistes avaient été mis d'accord et avaient fait garer le train dans un endroit favorable, bien isolé. Et alors, comme à leur habitude, ils étaient descendus sur le quai, mis en rang par trois, leurs petits fagnons, bérets d'uniforme, étaient tout prêts. Et d'un seul coup, une cinquantaine de nos copains donc belges qui sont arrivés avec leur ceinturon. Et ça a duré 10 minutes. Et en 10 minutes, les gars étaient étendus ou s'étaient réfugiés dans le train. Et le train est reparti aussi sec pour Paris. Alors ça, on pouvait faire des choses comme ça. On était beaucoup moins puissants qu'eux,
mais bien organisés, nous le faisions. Comme nous avions des indicateurs chez eux, nous savions, attention, l'entrisme, ça signifie d'envoyer des gars pour militer, pour faire de la propagande. Nous, quand nous faisions rentrer un ou deux gars chez volontaires nationaux, c'était comme informateurs, c'était des espions. Des gars qui au contraire, devaient se planquer, vraiment ne pas annoncer la couleur. Issu d'une famille d'immigrés russes installés dans les quartiers ouvriers de Montreuil, Pierre Boussel, dit Lambert, aujourd'hui célèbre figure des trotskismes français, s'engage d'abord aux jeunesses communistes à l'âge de 15 ans, peu après les émeutes du 6 février 1934. Bon, je fais partie d'une génération qui, celle d'avant la guerre, la montée du fascisme. Et la montée du fascisme, alors, elle avait, disons, un double caractère pour moi, toutes conséquences. Bon, je suis d'origine juive, ma mère était juive russe, qui était venue d'un ghetto paysan, qui était venue en France, je suppose, vers 1900. Et donc, je me suis posé le problème, je pourrais prendre ma mère. Bon, réaction normale, je pourrais prendre ma mère. Puis ensuite de ça, il y a 34. Alors vous savez, 34, 6 février 34, personne ne dormait. Bon, il y avait... Bon, tout le monde attendait. Et j'ai un frère, mon vieux frère, qui était un ancien combattant de la guerre de 14. Il faisait partie de l'Union nationale des combattants, c'est une réaction réactionnaire, pas fascisme, une réaction réactionnaire qui existait. Il avait été donc le 6 février 34. Il a été se battre par les Bourbons à l'Assemblée nationale. Il était se battre, il était très content parce qu'il aimait bien la bagarre. Et je lui ai dit que c'était foutre là-dedans, de m'afficher avec des fascistes. Il m'a regardé comme j'étais. Mais tu crois? Évidemment, je le crois. Résultat, c'est mon premier acte politique et mon frère, après, quand il y avait les problèmes à faire, il venait me voir, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'avais 2 ans et demi. Seuls de misérables Philistins peuvent parler de notre sectarisme. Préparer l'avenir n'est pas du sectarisme, mais du réalisme révolutionnaire. À toutes les organisations ouvrières, nous offrons un programme concret d'action sur la base du front unique prolétarien. Nous posons au centre des tâches d'aujourd'hui l'autodéfense active du prolétariat. La force contre la force. La milice ouvrière est le point armé du prolétariat. Pour un œil, les 2 yeux. Mener la guerre jusqu'à l'épuisement et jusqu'à l'extermination. Ne pas permettre à l'ennemi fasciste de lever la tête, le talonner jusqu'au bout. La grève générale du 12 février en France a été un avertissement impressionnant, mais rien de plus. Ayant senti le danger, l'ennemi a doublé, triplé, décuplé ses efforts. La défense révolutionnaire doit devenir la grande école de l'offensive. Les ouvriers de France ont montré que brûle encore dans leur sang la flamme des révolutions que couronna la Commune de Paris. Mais il ne suffit pas d'être seulement prêt à se battre, comme le montre l'exemple de l'Autriche. Il faut de la technique, il faut de l'organisation. En France se décide de nouveau le sort non seulement de la France, mais aussi de l'Europe, et en fin de compte du monde entier. Si le fascisme réussissait à abattre le prolétariat français, toute l'Europe se teindrait en noir. Et au contraire, la victoire du prolétariat français dans les conditions actuelles laisserait loin derrière elle, par son importance historique, même la victoire d'octobre remportée par le prolétariat en Russie. Léon Trotsky, mars 1934. Peintre et militant politique depuis l'âge de 17 ans, Fred Zeller, plus tard secrétaire de Léon Trotsky en Norvège, grimpe rapidement dans la hiérarchie de la SFIO, jusqu'à devenir secrétaire de l'Entente de la Seine des jeunesses socialistes, une organisation qui se radicalise à toute vitesse avec l'avènement du nazisme en Allemagne. Fred Zeller. Nous sentions, nous, les jeunes, plus que les adultes, parce que nous avions vu les Schoenbunder autrichiens, que nous recevions, nous, avec leurs petits uniformes, chemise bleue, cravate rouge, cravate, et puis leurs fanfares, etc., Draveil,
tous les ans, on recevait les petits faucons rouges, etc., et les jeunesses socialistes autrichiennes qui ont fait la guerre civile contre Dollfuss et ont perdu la guerre civile en Autriche, n'est-ce pas? Alors, ça a été... la victoire de Mussolini, déjà, membre du Parti socialiste italien, bon, qui fait son mouvement à lui, bon, et qui fait enfermer Matteotti et tous les dirigeants du Parti socialiste. Nous, on réagit d'une façon excessivement violente à l'intérieur de notre mouvement, contre la vieille social-démocratie, contre ses trahisons, contre ses compromis. Et on lit les brochures et les articles qui nous arrivent à la Fédération comme d'autres de Trotsky. Or, sur la question allemande, on s'aperçoit en lisant que le seul homme politique de l'époque qui a vu juste et qui a senti le danger fasciste arriver avec Hitler, c'est Trotsky. Alors ça, c'est la révélation, vous comprenez. Parce que, d'une part, Léon Blum, dans le populaire, publiquement, dit que jamais le fascisme ne peut passer en Allemagne et que ce clown d'Hitler ne peut arriver à pouvoir dans le pays de Goethe, de Schiller, etc. Alors nous sentions le contraire avec Trotsky. Attention, car le fascisme allemand, s'il réussit à s'emparer du pouvoir, vous vous apercevrez que ça n'a aucune comparaison avec le fascisme italien. Ce sera impitoyable. Ça sera impitoyable. Ce sera l'écrasement de la classe ouvrière allemande et de tout ce qu'il y a à côté, comme démocrates, etc., syndicalistes, etc. Alors, il faut absolument faire un front unique le plus large possible, faire un front républicain pour résister au fascisme. C'est le seul moyen. Si vous ne faites pas ça, vous êtes fichu. Oh, que fait, lui, le Parti communiste allemand? Eh bien, publiquement, il dénonce la social-démocratie comme étant l'adversaire principal, en disant Hitler, c'est de la bricole, on en viendra à bout s'il arrive au pouvoir, c'est rien du tout, c'est un feu de paille. Alors, pour nous, Trotsky a raison. À l'intérieur des jeunesses socialistes, il y a quelques militants des jeunesses trotskistes qui sont entrés, et qui, comme David Rousset, par exemple, qui défendent ces idées de Trotsky à l'intérieur, et qui viennent nous renforcer, nous, dans notre conviction que finalement Trotsky a raison. Et alors, nous l'écrivons, nous le disons, et puis nous sommes exclus. Normalien, passé par le Parti communiste français, Maurice Nadeau rencontre le trotskisme au retour d'un voyage en Allemagne, par l'intermédiaire d'un ancien surréaliste de haute volée, Pierre Naville, qui dirige alors le journal La Vérité. Maurice Nadeau. Je tombe sur ce journal qui s'appelle La Vérité, on revient au début. Dans ma turne, moi j'avais le portrait de Cachin, je ne sais pas quoi, qui était le secrétaire du parti à ce moment-là, de Staline, etc. J'étais quelqu'un de bien dans la ligne. Je faisais partie, j'avais 18 ans, je faisais partie du comité directeur des écrivains et artistes révolutionnaires, où je rencontrais Aragon, Paul Vaillant-Couturier, Moussina, qui s'occupait du cinéma. Enfin, vous voyez. Et tout ça parce qu'il suffisait d'être dans la ligne. Et le fait de voir dans La Vérité qu'on disait, mais non, la politique de Staline en Allemagne, puisqu'il s'agissait de l'époque, Hitler a pris le pouvoir en 33-34, je ne sais plus, bon... Et j'étais très inquiet parce que cette histoire de la montée des nazis en Allemagne, ça m'avait plus que ça, parce que je suis allé là-bas, je suis allé voir sur pièce, enfin bon. Donc j'avais vu que Trotsky avait une politique autre que celle de Staline. C'était des politiques auxquelles je ne comprenais pas grand-chose, c'était de la politique à propos de la Chine. Par exemple, bon, la Chine, bon, très bien, mais c'était aussi à propos de l'Allemagne. Et l'Allemagne, ça me semblait bizarre que le mot d'ordre du parti, c'était contre les social-fascistes allemands, que je détestais en France, les socialistes, si vous voulez, mais
là-bas, il me paraissait plus important qu'on déteste plutôt les nazis, qu'on se batte contre eux. Bon, alors je vais en Allemagne passer 15 jours avec des étudiants allemands, anglais, etc. Puis je m'aperçois, en effet, c'était juste à l'époque des élections allemandes, je m'aperçois que les nazis, ça compte, et bon, ils sont là, les SA sont devant les bureaux de vote, enfin, ils les gardent, bon, etc. De sorte que je suis amené peu à peu, enfin, je ne me suis pas précipité à la permanence de l'organisation trotskiste, mais enfin, je vais voir ce que c'est, puis alors là, je tombe en effet sur Naville et Denise Naville en train de plier des journaux. L'Allemagne vit aujourd'hui une de ses plus grandes heures historiques. Le destin du peuple allemand, le destin de l'Europe, et dans une large mesure le destin de toute l'humanité pour les décennies à venir, en dépendent. Quand on place une boule au sommet d'une pyramide, une faible poussée suffit à la faire rouler soit à droite, soit à gauche. Telle est la situation dont l'Allemagne se rapproche d'heure en heure. Certaines forces veulent que la boule roule à droite et brise les reins de la classe ouvrière. D'autres veulent maintenir la boule au sommet. C'est une utopie. La boule ne peut se maintenir sur la pointe de la pyramide. Les communistes voudraient que la boule roule à gauche et brise les reins du capitalisme. Mais il faut vouloir cette victoire. Or, parmi les fonctionnaires communistes, il y a pas mal, hélas, de carriéristes peureux et de bonzes qui chérissent leur petite place, leur salaire et encore plus leur peau. Ces individus sont très enclins à faire parade de phrases ultra-gauches qui dissimulent un fatalisme pitoyable et méprisable. On ne peut pas se battre contre le fascisme sans avoir vaincu la social-démocratie, dit le farouche révolutionnaire, et il se prépare un passeport pour l'étranger. Ouvriers communistes, vous êtes des centaines de milliers, des millions. Vous n'avez nulle part où aller. Il n'y aura pas assez de passeports pour vous. Si le fascisme arrive au pouvoir, il passera comme un tank effroyable sur vos crânes et vos échines. Le salut se trouve uniquement dans une lutte sans merci. Seul le rapprochement dans la lutte avec les ouvriers sociaux-démocrates peut apporter la victoire. Dépêchez-vous, ouvriers communistes, car il vous reste peu de temps. Léon Trotsky, 8 décembre 1931. Fils d'un dirigeant du Parti ouvrier français, Jean-René Chauvin, plus tard déporté par les nazis, adhère aux jeunesses socialistes de Gironde alors qu'il est encore lycéen à Bordeaux en 1935. Dans un kiosque, j'ai acheté ça naturellement. Ma vie de Léon Trotsky, qui est l'édition abrégée en un volume, qui a paru en 1933, alors que la première édition en 3 volumes a paru en 1930. Et c'est pas par hasard s'il y a quelques modifications à la fin, n'est-ce pas? Parce qu'en 1933, Hitler était déjà au pouvoir. Et alors, il dit, n'est-ce pas, il termine son livre en faisant un panorama de la situation, n'est-ce pas? La victoire du fascisme allemand est conditionnée par les capitulations combinées des 2e et 3e internationales. De tels crimes ne peuvent être pardonnés. Le prolétariat, tôt ou tard, rentrera de nouveau dans la voie révolutionnaire, mais il rassemblera ses phalanges sous un nouveau drapeau. Là est le sens historique de la préparation de la 4e internationale. Et j'avais 18 ans quand j'ai lu ça, n'est-ce pas? Donc c'était une période qui était charnière, parce que c'était une période de lutte contre le fascisme extrêmement intense, qui a provoqué un rassemblement des partis ouvriers en France qui ont fait le Front populaire. Figure dirigeante du mouvement trotskiste pendant la guerre, Paul Parisot s'est lui aussi engagé chez les étudiants socialistes de Paris au lendemain des émeutes ligueuses de février 1934. Paul Parisot. Nous apprenions par des papiers
rédigé par Trotsky et parfois rédigé par lui directement en français pour être retraduit dans les autres langues, quelle était la position qu'il adoptait quand l'organe du Parti ouvrier internationaliste, qui était la lutte ouvrière, apparut avec la première appréciation que Trotsky portait sur le mouvement de grève de 1936, le titre était « La Révolution française est commencée ». Alors nous avions beaucoup de camarades qui appartenaient à ce qu'on a appelé plus tard la tendance ouvrière et qui pensaient qu'on pourrait conquérir certains avantages extrêmement importants qui faisaient date dans la condition ouvrière elle-même, mais qu'il n'y aurait pas forcément une révolution. L'une des raisons qui nous ont amenés, pour certains, à considérer que c'était un peu imprudent, d'abord, de penser que le mouvement révolutionnaire allait emporter la société française, c'est que nous jugions que la situation internationale ne s'y prêtait guère. D'abord, le fait que la guerre d'Espagne se déroulait dans une débauche d'héroïsme, mais sans perspective sérieuse, que le gouvernement républicain espagnol avait refusé de promettre l'indépendance, ou au moins un statut beaucoup plus libéral au Maroc espagnol, toute une série de raisons, le fait que le POUM se battait dans des conditions très difficiles, tout cela nous inclinait à penser que la situation internationale ne permettait pas d'aller très loin. C'est seulement vers la fin de 1937 que on a vu apparaître dans un petit groupe qui n'était pas trotskiste, mais qui était un groupe d'opposition au Parti communiste, ayant rompu avec le Parti communiste plus tard que nous. On a vu développer la thèse par Victor Faye et André Ferrat que l'essentiel devenait de plus en plus la défense contre l'hitlérisme et contre les prétentions du nazisme à déployer tout un plan dont on pouvait lire l'inspiration du reste dans Mein Kampf. Pour moi, l'adhésion au trotskisme a été une adhésion à une certaine forme d'antifascisme. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Équipe de réalisation, Frédéric Quéroux, Éric Villenfin, Rémi Fessard et Brigitte Bouvier. Texte lu par Benoît Schwartz. Préparé par Myriam Ankawa. Une émission de Jean Birnbaum.